Dans le podcast cette semaine, on discute avec Élodie Clément, autrice de jeux, enseignante en game design et militante. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve en direct du Festival international des jeux de Cannes. Alors je dis en direct, en fait c'est stupide parce que cette émission sera diffusée bien après, donc en direct ou pas. Je suis en compagnie de Élodie Clément. Salut Élodie. Salut. Alors avant de démarrer, on parlait de l'organisation parce que là on est jeudi matin, mais en fait on a commencé dès hier. Ouais. Et c'était un peu bizarre. Il y avait plein d'accès fermés et je cru comprendre que pour les rendez-vous, c'était pas facile de savoir où tu devais aller pour avoir tes rendez-vous. Oui, c'est ça. C'était un peu un truc entre deux eaux. C'est à la fois commencer, mais en même temps, tous les espaces sont pas accessibles. Donc, on doit essayer de jongler entre les différents espaces pour retrouver les gens. Déjà que je suis pas très forte pour m'orienter, c'est un bordel monstre. Alors, est-ce que tu as eu un plan ? Pas du tout. Parce que ça, j'ai l'impression que c'était un gros sujet. Beaucoup de gens n'avaient pas le droit au plan et du coup, ils étaient encore plus perdus. Je sais pas si j'ai droit au plan, en fait. Je demande jamais. Et globalement, je erre dans les allées. Les gens me voient perdue et me demandent où je dois aller. Et je leur dis. Et c'est comme ça que ça marche. Alors Élodie, toi tu es autrice de jeux à plein temps désormais. Oui. On va revenir un peu sur ton profil de joueuse et puis comment tu finalement as décidé de sauter le pas et d'être vraiment d'en faire ton métier à 100%. Tu jouais enfant ou ado ou en famille ? Comment t'as découvert le jeu de société ? J'ai découvert parce que mes parents jouaient. Ma mère surtout, mon père moins. Il n'est pas du tout jeu de société et il n'est pas du tout assez patient pour écouter les règles. Mais ma mère jouait et nous faisait jouer à des jeux de supermarché. Je jouais... Mass Market. Ouais, c'est ça. Tu vois, tout ce qui est croque-carotte, pique-pirate, des trucs comme ça. Bourricot, quelque chose. Ouais, je vois très bien. Et j'avais un jeu que j'adorais, c'était Écrabouille. Où c'est avec de la pâte à modeler. Et t'avais des espèces de tampons. C'était une course sur un plateau assez simple. Et t'avais des espèces de tampons en forme de flaque d'eau. Et tu devais écraser tes adversaires violemment sur le plateau qui était fait en pâte à modeler, quoi. D'accord. Ça, j'adorais. T'adorais. Mais oui. Du coup, t'aimais déjà jouer ou c'était juste comme ça pour occuper un peu le... C'était juste comme ça. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et le jeu de société moderne, c'est venu dans un second temps ? Ouais, c'est venu dans un second temps quand j'étais fin de lycée, début d'université. Où là, j'ai commencé à jouer à des jeux type Loup-Garou, qui est un grand classique, Jungle Speed, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à découvrir un petit peu plus des trucs, mais je me laissais porter par les copains qui jouaient et qui me proposaient des trucs. J'étais pas très moteur dans Tu t'avais pas envie quoi. de t'engager plus que ça ou de t'investir, à passer du temps, à regarder ce qui sortait, aller acheter les sorties, les nouveautés, etc. Non. C'était plus une occupation sociale avant tout, plutôt que le jeu en lui-même. Ouais, c'est ça. Et je me laissais porter par les gens qui allaient défricher les nouveautés. Ils me disaient, il faut jouer à ça. Et voilà. Et quand tu as fait des études d'histoire, c'est ça ? Ouais. Et donc à la base, tu te destinais pas du tout à l'autorat. Enfin, c'était quelque chose qui était, j'imagine, pas envisagé du tout. Enfin, non. T'aimais bien jouer, mais pas de là à y consacrer beaucoup de temps dans ta vie. Non, du tout. Moi, je voulais être enseignante à l'université en histoire antique. Voilà, très mauvaise idée. En tout cas, pour ma personne, c'était une très mauvaise idée. Ouais. Ça me correspondait pas du tout. Du coup, j'ai rebifurqué dans de l'enseignement général, en histoire géo, pour du secondaire. Et puis, c'était pas une bonne idée non plus. Donc, j'ai décidé de quitter la France pour la Belgique. Et là, j'ai dû essayer de me poser un peu des questions de ce que je voulais vraiment faire. Donc, j'ai commencé à vendre des jeux. Ok. Donc, t'as travaillé dans une boutique. Ouais, j'ai travaillé dans donc là, deux boutiques. Ça impliquait de jouer beaucoup plus ? Ça impliquait, oui, de se documenter un peu plus. Et puis surtout, dans la première boutique où j'ai travaillé, je participais à tous les rendez-vous, présentations de nouveautés. C'est pas moi qui prenais les décisions au départ. Mais du coup, je voyais tout défiler, tous les commerciaux qui venaient, qui nous proposaient leur catalogue. Et donc forcément, ils faisaient des démonstrations, on faisait 1 ou 2 tours de jeu à chaque fois. Donc je commençais à repérer, moi, des trucs qui me plaisaient, quoi. Et forcément, si tu es en boutique, tu fais du conseil ? Oui. Et ça veut dire aussi que tu as une connaissance du public, enfin du fameux public ou de la fameuse cible qui est beaucoup peut-être plus pertinente que même les personnes qui font les jeux ou qui les éditent en réalité, puisque tu les côtoies réellement. Ouais, je sais pas si c'est plus pertinent le truc, mais en tout cas, je les vois dans la vraie vie de leur faune. Ils sont en boutique, ils se baladent. Donc il y a plus le côté rendre accessible le jeu de société, essayer de surfer sur ce que les gens connaissent et trouver des liens entre ce qu'ils connaissent et ce qu'on aimerait leur conseiller parce qu'on est sûr que ça leur plairait. Donc c'est essayer de faire ce truc-là plus que ce que peut faire un éditeur, quoi. Et il y avait des jeux parfois que tu vendais à contre-cœur ? Oui. Oui, en fait, j'avais pas de jeu que
Forcément, j'ai des jeux préférés. Oui. Donc, quand on me demandait des conseils, je guidais plus dans mes préférences, mais je me posais pas d'interdit en mode ça, j'en parlerai jamais, je vais le condamner dans un fond d'une étagère. Enfin voilà. J'essayais de rester ouverte sur ce truc-là. Par contre, bien sûr, je guidais dans des trucs que je préférais et parfois on m'amenait vers des trucs qui étaient pas du tout ma zone de confort ou mes jeux préférés. Et j'imagine qu'un gros aspect des boutiques, c'est de passer les commandes, en fait, d'avoir parce que une fois que t'as la boutique à acheter les jeux, bah t'es bloqué avec, donc. Oui. Ouais. Ça, en tant que vendeuse et conseillère, tu participais là, au choix à déterminer combien on prend un exemplaire d'un jeu, ou c'est que le patron qui fait les commandes? En fait, j'étais dans un magasin qui était un peu particulier. C'était une énorme librairie, mais avec une section jeux de société de 200 mètres carrés. Donc, on est quand même sur une surface assez grosse. On était 10 employés rattachés à cette section jeux. Et ma chef de cette section me faisait participer à tous les rendez-vous dès le départ, dès que j'ai commencé à rentrer dans la boutique, pour qu'on soit tous et toutes au courant de ce qu'on allait conseiller. Mais on prenait pas de décision. Par contre, passé les 2 premières années où j'étais sur place, j'ai commencé à être dans une posture où on me demandait de prendre des décisions. Et puis ensuite, cette supérieure a dû se mettre en arrêt maladie, et donc j'ai pris le relais. Et donc là, je me suis retrouvée seule face aux commerciaux à devoir dire les quantités pour la section. Et c'était quelque chose que tu appréciais, la vente, ou pas? Souvent on dit qu'on est fait ou pas pour ça, et que c'est pas si... bien sûr, on peut faire de la formation, et on peut bien connaître ce qu'on vend, mais il y a aussi une part d'un peu d'inné. En fait, il y a des gens qui seront jamais à l'aise avec l'exercice, et d'autres personnes qui vont vraiment pouvoir être vraiment bien et confortable avec... le contact, parce que tu as aussi une forme, tu t'immisces un peu dans la vie des gens, quelque part, tu vas leur demander ce qu'ils aiment, dans quel contexte et tout. Ouais, complètement. Moi, ça me plaisait énormément. Il y avait un truc de, effectivement, contact, comme tu dis, s'immiscer dans la vie des gens, encore plus quand c'est la période des fêtes de Noël. On peut pas s'imaginer à quel point les gens ont besoin de contact en boutique auprès des vendeuses pour du conseil, mais un peu plus que du conseil, pour de la relation sociale aussi. Donc non, moi, ça me plaisait énormément, et j'y trouvais un truc que j'aime bien faire et porter encore maintenant comme message, c'est de dire il n'y a pas de vrai jeu et pas de faux jeu. Donc ça me plaisait de rassurer les gens aussi qui rentraient dans la boutique en disant vous connaissez que ça, c'est pas grave, c'est ok, et je vais pas vous juger parce que vous êtes en train de me dire que vous jouez que au Monopoly. Et je trouve que c'est un truc qui est hyper important aussi, d'essayer de propager cette culture du jeu en étant bienveillant envers les gens et pas jugeant sur ce qu'ils connaissent. Pas faire une forme d'élitisme ludique, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et forcément, j'ai pas les mêmes conversations quand je parle avec des gens qui bossent dans le milieu du jeu et leurs préférences de jeu que ce que j'avais en boutique avec des gens qui venaient acheter, quoi. Et t'as travaillé combien de temps en boutique comme ça? J'ai fait 5 ans dans la première boutique où j'étais, et puis ensuite qui s'appelait Filigrane, donc qui était l'énorme librairie de Bruxelles. Puis après, j'ai fait 2 ans chez Sajou. D'accord. Une toute petite boutique où pour le coup, je suis passée de on est dans un magasin de 80 personnes et on est 10 à la section jeu à on est 4 dans tout le magasin. Donc plus de polyvalence aussi, j'imagine. Ouais, plus de polyvalence. Et pour le coup, d'un point de vue du contact dont on parlait là avec les clients, c'est une petite boutique qui fonctionne dans un quartier très village. Tout le monde se connaît. Donc, les patrons pour lesquels je travaillais, Thierry et Amaya, ils connaissaient tous les gens. Mais ils connaissaient aussi leurs enfants, ils savaient dans quelles études ils étaient, etc. C'est vraiment ce rapport de mini-village. Donc, c'est encore plus profond et touchant de conseiller dans ce contexte-là, quoi. Et en fait, parallèlement à ces 5 ans que tu fais en vente, où du coup tu joues à beaucoup de nouveautés, enfin tu connais toutes les nouveautés, t'arrives encore à trouver du plaisir à jouer en privé? En privé, oui. Alors c'est un peu particulier parce que il y a aussi, par rapport à mon métier de boutique à ce moment-là, oui, moi j'y trouve encore du plaisir à jouer. Justement, parce que je suis souvent frustrée qu'on me fasse faire que 1 ou 2 tours de jeu en présentation de jeu, que ce soit sur les salons ou quand on croise des commerciaux directement en boutique. Donc j'ai envie d'en savoir plus, quoi. Mais par contre, je vis avec un auteur de jeux de société et les 3/4 de mes amis sont auteurs ou travaillent dans le jeu de société. Et c'est dur parfois de jouer à un jeu de société sans entendre l'aspect évaluation critique professionnelle. Donc ils sont pas en train de prendre 100% plaisir sur la partie, ils sont en train d'évaluer aussi la pertinence de la mécanique. Ouais, c'est ça. Et donc parfois, moi j'étais pas encore dans ce truc-là, j'étais vraiment rattachée au jeu, mais pas à ce point, même en étant en boutique. Donc j'arrivais à me détacher, à prendre plaisir sur la partie. Par contre, je devais faire face au fait qu'on était en analyse pour les 3/4 des autres personnes autour de la table. Voilà. Tu commences à créer des jeux parce que, alors tu le disais, tu vis avec un auteur de jeu. Et tu commences à créer des jeux avec lui, ou comment c'est venu? Vous avez un moment en parlant, vous avez une idée commune. T'es encore en boutique au moment. Je suis encore en boutique. Le premier jeu, c'est La Maison des Souris. Oui, c'est ça. C'est ça, ton premier jeu. Vous êtes co-auteur, enfin co-autrice et co-auteur sur le jeu. Tu travailles encore, et comment ça vient?
ça vient complètement par accident. Moi, en fait, ça fait des années que je fais des retours sur des protos qui circulent à la maison, que ce soit des protos de Théo ou de plein d'autres auteurs qui gravitent autour de lui ou qui sont en coautorat avec lui et qui viennent travailler à la maison. Donc c'est un peu mon quotidien, c'est de jouer à des trucs qui sont pas aboutis et dire un peu ce que j'en pense parce que je suis bêta-testeuse de proximité. Et du coup, je conscientise pas tant à ce moment-là, quand Théo me montre la première ébauche de ce qui va être la maison des souris, qu'en faisant les retours que je fais, je suis en train de faire plus que de simples retours en tant que joueuse, quoi. C'est-à-dire que tu es force de proposition à un moment ? En fait, il veut jeter le proto à la poubelle parce que globalement, je rentre d'une journée de boutique et il me dit voilà, j'ai passé toute la journée à bosser sur ça, c'est nul à chier. Ok. La maquette est magnifique, mais c'est nul à chier. Ça ressemblait pas encore à la maison en 3 dimensions comme elle a été éditée après. Mais il y avait déjà un côté maquette un peu plus volumineuse, quoi. Et il me dit, si tu veux, tu peux y jouer quand même, mais je te préviens, c'est vraiment nul. Et j'y joue. Et je me dis, effectivement, il y a plein de trucs qui vont pas, mais je sais pas, il y a un truc un peu séduisant dans l'idée de l'objet et de la mécanique en question. C'était déjà cette mécanique un peu d'observation-mémoire. Ouais. Il y avait déjà un peu d'observation-mémoire. C'était pas du tout le même objet. Il voulait partir dans une direction plus sorcière. Donc la maquette que j'ai vue, c'était avec une grande cheminée avec un chapeau de sorcière dessus. Enfin voilà, on était plus dans cet esprit-là. Et je sais pas, c'est une maquette qui m'a touchée plus qu'autre chose. Donc j'ai fait des retours. Puis on est parti faire une soirée avec des copains. Et sur le trajet, je suis revenue sur le sujet à 2-3 reprises. Et au retour de la soirée encore. Et avec des nouvelles idées ou des trucs où je me disais vraiment... J'essayais de le persuader en fait de pas le jeter à la poubelle. Je me suis dit vraiment, non mais regarde, par A plus B, ça c'est super bien. Et en fait, voilà, mais pour moi, je faisais des retours comme d'hab, quoi. Ouais. C'est juste que là, j'avais un attachement. Je savais pas pourquoi, mais oui, voilà. t'avais eu un engagement émotionnel sur le prototype auquel t'avais joué, en fait. C'est ça. Et du coup, voilà, je lui fais les retours, on rentre dans la soirée, et je me dis c'est bon. Et en fait, en rentrant sur la fin du trajet, il me dit mais en fait, tu veux pas être co-autrice dessus ? Je dis non, là je t'ai fait les retours, mais comme d'habitude, non, je crois que tu te rends pas compte en fait que là t'es en train de... T'avais passé un cap en fait. Ouais, c'est ça, t'es en train de faire plus que des retours en fait. T'es en train de me donner des idées de méca ou de fonctionnement. Je crois qu'en fait, tu peux être co-autrice sur le projet. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, on a commencé dès le lendemain à bosser sur le proto, ensemble. Et avant cette soirée où il te dit ça, je crois que tu veux pas être co-autrice, c'était quelque chose que t'avais envisagé, étant entourée d'auteurs, autrices de jeux tout le temps. Est-ce qu'à un moment, tu t'es déjà dit moi aussi j'ai des idées, je pourrais en faire quelque chose ou jamais ? Non, pas du tout. Pas du tout. J'étais fascinée par toutes les idées que les gens avaient et j'étais contente d'y jouer, mais pas du tout. Ouais. Donc c'est vraiment... finalement, c'est peut-être s'il n'y avait pas eu cette proposition dans ce sens... Ah ouais. Toi, t'aurais jamais essayé ou tu n'avais pas spécialement envie de... Non, je pense que je serais encore en boutique chez Sajou à vendre des jeux en mode petit village. Et c'est pas la même chose d'être bêta-testeuse, comme tu dis, et d'être vraiment impliquée de se dire psychologiquement, en fait, de se dire, en fait, là, je suis plus dans le test, je suis dans la création. Ça change quelque chose à ce moment-là pour toi ou... Ouais, ça change quelque chose parce que j'ai l'impression que, du coup, il faut que ça aboutisse maintenant. Tu vois, j'ai envie de m'investir beaucoup plus. Et puis, je suis en co-autorat, donc j'ai envie que aussi, par empathie pour la personne avec qui je travaille, que ça aboutisse. Donc je suis beaucoup plus déterminée, ça fait vraiment un switch dans ma vision du truc. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu suis aussi toute la relation avec l'éditeur Je sais qu'en réalité, on a l'impression que les auteurs valident ou les autoristes valident tout sur leur jeu. En réalité, non. J'ai envie de dire ça dépend. Je comprends que c'est pas vraiment le cas en vrai, parce que tu dis que c'était pas du tout le thème des souris, à la base. Mais est-ce que tu fais aussi après la promotion du jeu ? Est-ce que ton travail d'autrice dans le jeu, il s'arrête à ce moment-là sur la création ou tu vas vraiment embrasser toutes les étapes du jeu ? Non, je fais vraiment toutes les étapes aussi parce que pour le coup, Théo me lance très vite dans le truc en disant voilà, maintenant tu t'es engagé sur le truc, on est co-auteur, donc le package il ressemble à ça. Faut faire tout ça. Voilà, c'est ça le quotidien en fait du truc. Donc voilà, donc je fais très vite tout. Tout appréhender. Ouais, de manière très stressée, mais je fais tout de suite tout. Est-ce qu'au final, le jeu tel qu'il est sorti, il est conforme à tes attentes ? Tu t'en parlais avec de l'émotion, donc ouais. J'imagine que la sortie quand tu vois le jeu terminé avec cette maison, la lampe, toute la scénographie qu'il y a dans le jeu, ça conforme à tes attentes ? Ça va au-delà ou... Ça va au-delà, ouais. En fait, il y a un truc un peu magique
où moi je voyais que les protos moches. Je voyais pas le après, alors je les voyais édités, mais je voyais pas le processus et j'avais jamais participé au processus. Et donc il y a un truc un peu magique quand on commence à voir des illustrations qui se posent sur le matériel, on nous montre les premiers croquis, etc. et où tu as l'impression que ton idée telle que tu l'as projetée dans ta tête, elle est en train de se matérialiser pour de vrai. Et en plus, elle se matérialise illustrée et habillée par des gens qui ont du talent. Ouais. Donc il y a un truc un peu fou de waouh, ça dépasse même ce que je me projetais dans ma tête en termes de finale sur ce projet, quoi. Et vous l'avez fait tester à des enfants. Vous avez des testeurs enfants ou pas, vous, dans votre entourage ou... Non, alors ça on nous demande beaucoup pour le jeu pour enfants de manière générale. J'ai un bêta-testeur, 2 bêta-testeurs, mais j'ai pas tant d'amis avec des enfants qui en plus restent pas dans cette tranche d'âge. Ils vont bouger au bout d'un moment, donc après il faut que j'en trouve d'autres. Faut changer d'amis. Ils grandissent en fait. Et du coup faut changer d'amis. Et du coup, non, on n'a pas tant testé avec des enfants. C'est plus l'éditeur qui fait la partie test et qui nous ramène les retours à ce moment-là. Et même maintenant, sur des projets qu'on a, je teste un peu avec des enfants de mon côté, mais surtout les éditeurs rattachés à des écoles ou à des associations qui font tourner ça auprès de plein de publics diversifiés pour tester, quoi. Après cette expérience, tu te dis bon, c'était chouette, j'ai fait ça, c'était un one shot dans ma vie, une parenthèse, et on repasse à autre chose, ou est-ce que tu dis ça m'a vraiment donné le goût de au moins continuer à côté de ton travail? Au début, je me dis ouais, ça va être une parenthèse et c'était cool et je suis très contente en plus du parcours du jeu et tout, donc je suis très contente, c'est ok. Et en fait, ça a ouvert une porte, donc ça reste un truc maintenant en toile de fond dans mon cerveau. Et je continue à réfléchir à des projets même sans avoir pris la décision de le faire. Donc voilà, donc ça commence à devenir une activité en parallèle de mon travail. Ouais. Ok, et tu le disais, hein, donc ton conjoint il est auteur de jeux. Ouais. Est-ce que c'est jamais évident de se dire qu'on va aussi travailler avec la personne avec qui on vit? Oui. Voilà, c'est un vrai sujet. Il y a pour des personnes qui sont vraiment, qui au contraire, il y a quand même beaucoup de métiers où on va, je sais pas, par exemple les commerçants, souvent ils travaillent quand même ensemble. Il y a pas mal de métiers dans lesquels on va travailler ensemble. Et il y a d'autres types de métiers où c'est pas le cas et où on veut pas mélanger les deux. Comment vous le vivez ça aussi, parce que sachant que lui il était auteur à temps plein depuis plus longtemps, donc avec aussi un décalage en termes d'expérience. Comment vous le gérez ça aussi? C'est pas toujours évident. Moi, je me cherche encore. J'ai pas de méthodologie de travail. Je cherche une méthodologie qui m'aille. Et donc, c'est pas forcément celle de Théo. Donc, j'essaye de me composer un truc un peu hybride par rapport à tous les autres auteurs que je croise aussi et qui me partagent leur expérience. Mais effectivement, c'est pas forcément facile parce que je travaille pas au même rythme. J'ai pas la même manière de faire. On n'est pas d'accord sur tout. Et en plus, on travaille dans le même espace qui est chez nous. Oui. C'est-à-dire que quand tu es auteur, tu travailles pas dans un bureau de créateur, quoi. Tu travailles dans un espace qui est ton espace où tu vas dîner après le soir. Ouais. Donc, tu as l'impression un peu de pas trop sortir de cet espace de travail. Et si on vient d'avoir un désaccord sur un truc de travail, la session de travail est finie. Maintenant, on va manger. Tu vois, dans le même espace. Donc, il y a un truc un peu bizarre. En fait, c'est difficile de cloisonner complètement les deux. Ouais. Tu peux pas vraiment cloisonner. C'est un peu difficile. Mais on a eu une période un peu tampon où je me cherchais beaucoup aussi. Et après, on a vite trouvé des manières de faire et on s'est vite, un peu comme du co-autorat quand on n'est pas en couple, quoi, en fait, essayer de trouver des compromis sur les méthodologies, de se dire, un tel ou une telle est plus à l'aise de travailler d'abord sur ça, donc on va faire ça, et puis ensuite, je reviendrai sur tel point de développement. Donc on trouve des méthodologies qui font consensus. Mais d'ailleurs, tu fais aussi des co-autorats avec d'autres personnes que Théo. Enfin, je veux dire, tu as aussi d'autres projets avec d'autres personnes. Depuis pas longtemps, oui. Depuis pas longtemps. Depuis pas longtemps, on a un projet en cours avec Maxime Rambourg. On a un projet en cours avec Pearl Vigneault. Et ça me fait trop plaisir d'avoir ce projet avec Pearl parce que on est co-autrice d'un jeu Famille Plus et il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas notamment d'hommes ajoutés au co-autorat de ce jeu. Et donc ça fait énormément plaisir d'être en co-autorat avec une femme pour un jeu qui n'est pas un jeu pour enfants en plus. Ouais. Et donc la Maison des Souris, là tu continues de créer parce que en fait t'es à temps plein depuis quoi? 2 ans? 1 an et demi? 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Alors je suis en train de calculer dans ma tête, mais la Maison des Souris c'est quoi? C'est 2020, 2021, 2019? C'est 2020 et on a commencé à travailler dessus en 2018 ou un truc comme ça. Donc là, entre le moment où tu décides de passer à temps plein et la sortie de la Maison des Souris, tu continues de travailler un peu de façon ponctuelle ou sans t'imposer de rythme de travail
Je m'impose pas de rythme de travail. Je suis passée en mi-temps à ce moment-là en boutique, donc j'ai beaucoup plus de temps de semaine à consacrer aux jeux de société. C'est aussi pour ça que tu passes à mi-temps. C'est aussi pour ça, ouais, pour avoir du temps de cerveau, parce qu'en fait, je rentrais hyper crevée de mes journées à temps plein en boutique, et donc pas du tout l'énergie de passer à une deuxième journée dans la journée ou de trouver de la créativité, de l'inspiration, même sur mes week-ends. J'avais juste envie de me reposer. Ouais. Donc ça me permet d'avoir une bulle pour travailler un peu plus et puis être présente sur les salons aussi. Oui. Pouvoir avoir moins de jours à poser pour être présente sur les salons et donc commencer à vraiment manger de la culture ludique en masse pour nourrir cette créativité et voilà. Parce que parallèlement, vous jouez encore vous arrivez encore à trouver du temps pour jouer, je sais pas moi, à des très vieux jeux ou des classiques ou des... Un petit peu. Un petit peu, ouais. On a des piles de la honte, de l'enfer, et y compris à ce moment-là déjà, parce qu'on ramène beaucoup de choses des salons. Mais en fait, j'en joue à 3-4 sur la pile de 15 qu'on ramène du salon, donc ça se fait vraiment au compte-gouttes, quoi. Ouais. C'est frustrant. Et donc le projet après la Maison des Souris, c'est ton projet d'après, t'es encore tu travailles, donc t'es à mi-temps. C'était quel jeu? Je suis encore en mi-temps à ce moment-là, et le projet d'après... Attends, je suis en train de me faire la... Parce qu'en fait, ce qui est troublant toujours, c'est que les dates de sortie ne coïncident pas avec les dates où les jeux ont été finalisés. Voilà, donc, il y a à chaque fois 2 ou 3 ans d'écart. On a du mal à savoir, finalement, où ça arrive dans la timeline de la personne, dans la création, quoi. Mais il y a À tâtons chez Ozu qu'on fait assez rapide, qui arrive assez rapidement après ça, encore avec du matériel un petit peu foufou qui me fait plaisir. Et je commence à l'animer sur des salons aussi, donc à être OK pour venir le présenter auprès des éditeurs et jouer avec les personnes sur les salons en même temps. Donc je m'investis encore un peu plus. Puis il va y avoir, je sais plus dans quel ordre, moi aussi je me mélange les pinceaux d'un point de vue des dates, mais il va y avoir Bill le Terrible encore chez Ozu, il va y avoir Potion Express chez Kiwizu, et puis voilà chez Origami, donc on commence à avoir... un truc qui... Et donc là, c'est là que tu commences à dire, en fait, ça aurait mieux passé à temps plein, enfin... Ouais, en fait, il faudrait mieux passer à temps plein parce que je commence à avoir davantage d'idées, davantage de projets sur lesquels jongler. Et il me faut de l'énergie, il me faut plus de jours de repos. Donc, en fait, je me dis, oui, il faut que je passe à temps plein dessus. À regret, c'est horrible parce que j'ai enfin trouvé une boutique dans laquelle je me sens bien. Chez Sajou, donc je suis trop contente d'y être. Et c'est la première fois de ma vie que je dois quitter un job où je me sens bien. Avec une petite pincement au cœur. Ouais, c'est ça. Et annoncer aux gens. Donc voilà, je savais pas trop comment le faire. Donc je sais qu'on l'a fait autour d'un resto. Je vous invite au restaurant, j'ai un truc à vous dire. Et je savais pas comment faire, comment on fait ça. Ouais. C'est comme une rupture, c'est un peu bizarre, quoi. Et mais ouais, je me dis, il faut vraiment que je me dégage ça. Et surtout parce que au moment où je m'apprête à quitter Sajou, on a eu la validation que le projet Dixit Kids va se lancer. Et moi, c'est tellement, pour moi, un projet incroyable que je pensais jamais pouvoir travailler, que je me dis, là, il faut que je me libère un maximum de temps pour être à fond sur ce truc-là. Je peux pas rater cette porte, c'est pas possible. Et est-ce qu'il y a aussi le fait que la Maison des Souris étant sortie, ayant eu du succès, t'as des droits d'auteur aussi qui, financièrement, t'as aussi... C'est pas comme si tu te lances et t'as rien en fait. Oui, c'est ça. J'ai un peu de sécurité et je commence à avoir un peu de rotation sur les projets. Donc ça me rassure aussi de me dire, ok, je sais pas trop ce que ça va donner sur le long terme parce que je peux pas savoir combien de temps ces jeux vont rester sur le marché et vont continuer à se vendre. Ouais, c'est ça. Donc il y a un peu un pari quand même, mais il part pas de rien ce pari. Donc j'ai pas sauté dans le vide non plus, de manière totalement consciente. Il y a des personnes qui le font. Moi, je sais que c'est le genre de choses que je serais incapable de faire, de partir sans un minimum de sécurité. Ça me stresserait trop. Déjà, il y avait trop de nouveaux trucs à essayer de prendre en compte. Je devais continuer de me former sur ce métier-là. J'apprends toujours des trucs. Il faut que je peaufine toujours mes méthodologies. Et si en plus de ça, il fallait... un stress à gérer. Non, c'est pas possible. Tu parlais du projet Dixit Kids. Ouais. En fait, c'est vous êtes contacté avec Théo pour le projet ou comment ça se crée? On n'est pas contacté. Il y a une première idée qui vient de notre côté et qu'on suggère à Libellude, mais sans savoir si, déjà, 1, ils sont en train de chercher ça ou pas. 2, est-ce que ça va leur plaire? Et 3, il faut non seulement que ça passe au SAS Libellude, mais il faut aussi que ça passe au SAS Jean-Louis Roubira, bien sûr, parce que c'est lui le grand-papa de Dixit. Donc si ça ne lui plaît pas... il a une validation. Ah, bien sûr.
c'est obligé, on peut pas faire sans Jean-Louis Roubira. D'ailleurs, il est auteur, son nom est sur la boîte de jeu en auteur, puisque c'est lui qui a créé le jeu d'origine, en fait. Ouais, et on a travaillé ensemble, il a travaillé aussi sur le projet, donc en fait, c'était un des trucs qui me stressait aussi, c'était de me dire, ok, il faut que ça soit validé par une maison d'édition, bon ça je commence à prendre un peu le pli, mais il faut aussi que ce soit validé par un des auteurs que j'admire le plus depuis que je suis rentrée dans ce milieu. Et donc, j'appréhende un peu le truc de s'il dit que c'est pas bien, je vais vraiment repartir en me disant mais je suis une merde. Là, voilà, oui, c'est ça. C'est pas juste comme si on me dit c'est pas bien, mais c'est juste un jeu, une personne. Là, il y a un côté. C'est tellement quelqu'un que j'admire dans son travail que je me dis ah ouais non c'est pas possible. Enfin là, faut vraiment que tout soit aux petits oignons, quoi, parce que je peux pas vivre ce moment. Et donc au final, Libellude valide, vous aime l'idée que vous soumettez et vous donne le projet. En fait, Libellude fait une première validation, nous dit que Jean-Louis est aussi emballé par le truc, donc on commence à faire une première itération. Et puis, mais on est à distance, on travaille en Belgique et eux sont en France. Et puis, au bout d'un an, on commence à bosser à distance. On a un premier week-end de travail sur place dans les bureaux de Libellude qui est organisé. Et je m'en souviens de ouf parce que ça m'a stressée. Mais c'était le plus grand stress de ma vie. Je crois pour l'instant, j'en ai pas eu à ce point. Je vais là-bas et je sais avec Théo que ça va être énorme comme projet, mais je concrétise pas encore vraiment à quel point. Juste là, on est à distance, dans la maison, en Belgique, à bosser dessus. Donc il y a un peu... c'est pas encore matérialisé quelque part. Il y a un côté un peu encore abstrait de tout le projet. C'est ça, c'est un peu abstrait. Et là, on débarque dans les bureaux de Libellude pour une session de travail sur un week-end. Et on arrive, et la première réunion, il y a une quinzaine de personnes, entre 10 et 15 personnes autour de la table d'un coup qui s'assoient et qui attendent qu'on fasse la présentation du truc. Parmi ces personnes, il y a Jean-Louis Roubira, il y a plein de gens que j'estime énormément. Et donc, il y a un peu le truc de « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai tellement transpiré dans cette réunion, c'était horrible. Et Théo, qui essaye de vraiment m'aider à faire fi de ce stress-là et à me lancer et à avoir confiance en moi, se tourne lui aussi vers moi et dit « c'est à toi de... Enfin, vas-y, présente le projet. » Voilà. Là, c'est le saut dans t'es en haut du grand plongeoir et tu peux pas redescendre. Hein. C'était, je m'écoutais parler, je me disais, ça va, j'ai pas trop dit de dinguerie. Et je me rends pas compte dans quelle mesure, là, parce que avant c'était des créations originales, le fait de travailler dans le cadre d'un jeu qui existe déjà, donc en plus, comme c'est un jeu qui est quand même un jeu fondateur, qui est très connu du grand public. Ça veut dire aussi que tu as une sorte de charte morale à respecter à l'égard du jeu. Ça veut dire que tu n'es pas complètement libre dans la création. Il faut que tu t'insères en fait dans l'histoire de Dixit. Est-ce que c'est... souvent on dit que la contrainte amène la créativité et tout. Est-ce que c'est vraiment le cas ou... Oui, c'est vraiment le cas. Il y a plusieurs trucs qu'on doit respecter parce que c'est une licence et que les joueuses attendent certaines choses de cette licence et donc non, il y a un cadre très très précis et notamment pour les cartes. Moi, je me disais, naïvement, les cartes c'est Jean-Louis Roubira. Tu vois, c'est quelqu'un dont le métier était aussi de faire des illustrations pour que ça parle aux gens en mode un peu test de Rorschach et tout ça. Donc j'imagine que c'est lui qui va être en charge du calibrage de toutes ces cartes et voilà. Et en fait non, tout le monde met la main à la pâte sur les pitchs des cartes, sur les calibrages d'illustration des cartes, etc. Donc on a une formation très vite une fois que le projet commence à être vraiment lancé. Quelques temps après ce week-end-là dans la maison d'édition, on a une formation qui nous est donnée pour savoir rédiger des pitchs de cartes qui soient correct par rapport à la manière dont les joueurs doivent les interpréter de plusieurs manières différentes, etc. Donc c'est très carré. Donc j'ai des devoirs. Voilà, j'ai une formation et j'ai des devoirs et je dois rédiger des pitchs avec Théo. En fait, ça te sert aussi après pour autre chose. De ouf. C'est du... Ok, c'est cool pour le projet Dixit, mais en fait, ça va te servir pour plus tard. Pour ça m'a formé vraiment sur plein de trucs et ça m'a appris plein de choses. Mais c'était vraiment étonnant. C'était la première fois de ma vie que je me retrouvais avec des éditeurs qui me faisaient une formation et j'avais des devoirs et on me disait ça c'est pas bien, ça c'est, recommence. Il y a un autre exercice de rédaction de pitch pour la semaine prochaine. Il va falloir faire ça. C'était c'était étonnant. J'imagine qu'aujourd'hui, tu regrettes pas une seconde d'avoir sauté le pas. Pas du tout. Souvent, les autrices femmes, elles font quand même plus de jeux enfants. Et c'est aussi ton cas. Oui.
C'est quelque chose sur lequel on peut quand même s'interroger, le pourquoi. Enfin, ça peut pas être le hasard, on le sait. Enfin, ouais. J'ai souvent tendance à dire aux gens que je suis une caricature de ce à quoi peut ressembler une autrice dans le milieu pour le moment, même si les portes commencent à s'ouvrir un peu plus. C'est-à-dire, je suis une femme qui fait du jeu pour enfants, principalement en co-autorat avec son mari. Voilà. Donc, je coche pas mal de cases de clichés. C'est vrai qu'il y a un truc qui dit cite-moi 5 femmes autrices, mais qui fassent pas de co-autorat. Ouais. Pas de co-autorat avec leur conjoint, pas de co-autorat du tout, pas du jeu pour enfants. Ouais, non, c'est clair, et c'est pas un hasard, mais en même temps, c'est pas conscientisé. Au moment où je le fais, en fait, il se trouve que là, avec du recul, avec le recul que j'ai maintenant, mon dada, c'est le développement. Ça fait vieux de dire dada. c'est de faire du développement de matériel un peu fou. Ouais. D'avoir des scénographies un petit peu originales qu'on va mettre sur table. Et ça se prête intuitivement beaucoup plus pour le jeu de société pour enfants que pour le jeu pour adultes. C'est quelque chose qui est plus investi par les éditeurs. Ils hésiteront moins à faire des petites des mises en scène avec le matériel dans les jeux pour enfants. C'est ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus recherché dans le jeu pour enfants, et donc assez naturellement, ça fait que je me prédestine plus à faire ça, quoi. Surtout que notre premier jeu, c'est La Maison des Souris, donc c'est un jeu pour enfants. Donc j'ai déjà eu plein de contacts avec des éditeurs jeunesse du côté du jeu, mais pas avec les éditeurs jeux adultes. Ouais. Donc je suis plus à l'aise face à ces visages parce que je les connais déjà, je connais leur manière de sourcer, je connais ce qu'ils attendent. Donc ça coche plein de trucs assez facilement. Et aussi que c'est confortable, c'est aussi rassurant. Ça fait partie, où tu sais où aller, t'as une sorte de guidelines, tu sais déjà comment ça va marcher. C'est ça. Donc ça s'est fait un peu sans que je le conscientise. Et aussi, je pense, parce qu'il y a une zone de confort de les 3/4 des personnes que je vois en rendez-vous côté édition jeu enfant sont des femmes. Donc en fait, je me sens plus à l'aise dans ce truc-là, 100%, sans pour autant conscientiser à ce moment-là que c'est parce que c'est des femmes que j'ai en face, mais je me sens plus à l'aise de venir présenter mes projets à ce moment-là face à elles, quoi. Il y a presque un an, on avait pas mal discuté, et tu m'avais aussi parlé de tes projets. Il y a aussi des évolutions. Enfin, je vois que tu as envie de pousser un peu maintenant plus. Est-ce que c'est parce que tu te sens plus à l'aise aussi, parce que tu as plusieurs jeux un peu plus confirmés comme autrice, quel que soit le public du jeu, et que tu t'autorises, en fait, tu t'auto-censures moins sur aller sur des jeux un peu différents, peut-être pour des publics effectivement plus adultes, avec aussi des intentions plus audacieuses, dans le sens de pas s'auto-censurer sur des idées un peu folles. Il y a plusieurs trucs. Effectivement, j'ai plus d'aisance maintenant, donc je peux me permettre d'explorer plein de trucs. Et puis surtout, une fois que j'ai pris de la distance et que j'ai constaté que je faisais partie d'une certaine caricature, je me suis dit, putain, ça me fait chier, c'est pas le plan. Donc j'ai envie de casser les murs un peu et de montrer que je sais faire d'autres choses, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me mette dans cette case et qu'on m'y laisse en se disant que je suis une autrice qui saura faire que du jeu pour enfants. Donc j'ai envie de vous montrer que je sais faire d'autres trucs, en fait. Ce que je fais dans le jeu pour enfants, je peux très bien le faire pour du jeu pour adultes. Et ce que je fais avec Théo, je peux très bien le faire avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et tu parlais de ton projet là actuel, justement, qui avec Perle. Oui, c'est ça. Il y a le projet avec Pearl, il y a le projet avec Maxime dont j'avais parlé, mais on a des choses qui ont été présentées l'année dernière. Déjà avec Théo aussi à Vichy, où là je suis encore en co-autorat du coup avec Théo, mais on fait du jeu adulte, quoi, et qui vont arriver prochainement. Donc je sais que c'est déjà dans les SAS. Les gens ne savent pas que c'est dans le SAS, mais ça va arriver d'ici 2 ans. Mais c'est du jeu de cartes adulte, et du coup ça me fait du bien de montrer que je sais faire aussi d'autres choses et d'y mettre des intentions de scénographie à chaque fois quand même, parce que c'est le truc qui me plaît, mais pas forcément avec full matos aussi, et de faire du jeu famille plus, initié. Waouh, la dinguerie. Voilà. À une étape du expert, attention. Ouais, c'est fou. Mais oui, c'est à la fois parce que je me sens plus à l'aise de le faire, et aussi parce que j'avais envie de casser un peu des portes et de montrer aux gens que fallait pas me mettre dans une case spécifique. Ouais. T'es aussi une femme engagée, en fait, avec des convictions qui sont énoncées clairement. On va revenir aussi dans cet engagement plus en détail après. Ouais. Mais est-ce que c'est aussi en tant que quelque chose qu'en tant qu'autrice, t'as envie de porter tes convictions, tes engagements, faire du jeu? Attention, ça c'est un truc c'est un gros mot dans le monde éthique. Est-ce que tu aurais envie de faire des jeux avec une intention politique assumée? Parce qu'il y a toujours une intention. Parfois elle n'est pas conscientisée. Mais est-ce que c'est aussi... Tu vois, toi, le jeu comme un média aussi pour exprimer autre chose? Ouais, bien sûr, je le vois comme un média. En fait,
on est dans une société. Truc de fou. Non, je vais pas dire cette phrase qui dit à chaque fois jeu de société, il y a aussi société. Mais du coup, oui, forcément, on porte des messages. Les personnages qui apparaissent sur les boîtes, la manière dont les rôles qu'ils ont dans les jeux, la manière dont on crée les histoires à travers les mécaniques, ça apporte des messages de société qui sont hyper importants. Et du coup, j'avais envie, maintenant que je suis plus à l'aise, je pense que je l'aurais pas fait il y a quelques années, de porter un peu plus ces messages-là. Alors, soit publiquement, soit dans ma manière de travailler. Typiquement, quand on envoie des protos aux éditeurs avec Théo, on rédige nos règles uniquement au féminin. Voilà. Donc il y a déjà un message qui est passé implicite aux personnes avec qui on va travailler sur les projets. Ils en prennent conscience ou ils en prennent pas conscience, c'est autre chose. Mais en tout cas, on essaie de glisser à chaque fois des messages. Et du coup, publiquement, maintenant que je suis un peu plus à l'aise, j'essaye aussi d'en parler parce que je trouve que c'est important et que c'est difficile quand on travaille sur des produits culturels de faire comme si ça n'avait aucune incidence dans la vie réelle. Oui, c'est ça. Et que c'était pas non plus le produit de ce qu'on est en tant que citoyen, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi le fait de la porte vers les jeux pour enfants. Je me dis c'est encore plus important. Il faut que le message il soit très clair au début de ce qu'on envoie aux jeunes joueurs qui deviendront ensuite des joueurs plus affirmés demain. Il faut que du coup ils y retrouvent une mixité de personnages dans le jeu. Il faut que les personnages féminins soient pas forcément des personnages sexualisés ou qu'ils soient des personnages de décor qui n'ont pas vraiment des rôles importants dans le truc. Et il faut essayer de réfléchir à comment on rend le truc le jeu le plus accueillant possible pour plein inclusif, de gens en fait. Ouais, c'est ça, le plus inclusif. Donc ça me tient vraiment à cœur maintenant de le faire ouvertement. Et est-ce que tu pourrais créer un jeu, évidemment si tu avais les idées, etc. Oui. Tu vois, mais est-ce que tu t'interdirais pas de créer un jeu? Parce qu'on dit souvent que les thématiques des jeux sont quand même assez répétitives. Hein. Voilà, il y a quand même des trucs pour les pirates, les zombies, la mythologie. Bon, est-ce que tu t'interdirais pas d'aller chercher dans des thématiques plus adultes, dans le sens peut-être plus réaliste aussi ou plus sombre? Par exemple, c'est vrai qu'il y a peu de jeux qui se passent dans des mondes contemporains réalistes, en fait. Quand on y réfléchit, c'est pas ce qui est le plus présent. En fait, on est toujours dans une espèce de monde parallèle fantasmé. Mais je sais pas trop. En fait, vu que j'ai un peu volonté de passer des messages et que je trouve ça très cool de passer des messages dès qu'il y a de la narration un peu dans le jeu, qui soient des messages un peu engagés en faveur de cette inclusivité. Pour l'instant, j'ai un peu l'impression que le fait de se dire que ce message, c'est rattaché à un monde imaginaire, ça passe mieux que le gros panneau de regardez, c'est la vraie vie et je suis en train de vous dire que dans la vraie vie il y a ça, c'est ça qui va pas. Donc j'ai l'impression que ça sert un peu de facilitateur pour transmettre le message, le fait que ce soit fictionnel. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux réalistes, plus réalistes, qui me plaisent énormément et qui donnent envie de faire ce genre de truc là. Je pense à Fog of Love. Là on n'est pas dans un truc fictionnel quoi. On est très dans du terre à terre. Après moi je sais que moi je suis pas une grande fan du jeu pour d'autres raisons, mais c'est sûr que ça aborde une thématique qui est la romance, l'amour, la séduction, qui est pas du tout des thèmes traités, et quand ils le sont, c'est souvent très mal traité ou c'est très caricatural c'est ça. Mais ça sort pour le coup des thématiques qu'on a l'habitude de voir et donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là et hyper ballsy de ce point de vue-là de se dire ah ouais ok j'aurais pas pensé qu'on allait faire un jeu sur la romance quoi. Et réaliste en plus, c'est pas je suis en train de faire des lettres d'amour médiévales fantastiques à une princesse, tu vois. Oui. Donc je trouve ça hyper rafraîchissant, mais pour l'instant je m'y aventure pas trop. J'ai l'impression que dès qu'il faut porter un message un peu engagé, le fait de passer sur du fictionnel, ça facilite les choses. Ouais. Ça permet d'avoir aux joueurs en tout cas qui peut se rendre compte qu'il y a ce message dans certains trucs, de garder une certaine distance. Et d'avoir l'impression de regarder par la lorgnette ce message et de se dire ok je regarde dans cette bulle fantastique et je vois qu'on m'y porte un message mais c'est pas ma réalité ou en tout cas il y a un petit sas de distance qui est rassurant quoi. On parlait de ton engagement politique publiquement en fait, t'es aussi la créatrice du Féminaire. Alors fondatrice. Non, c'est pas... c'est Dorine et Anouk qui ont créé le Féminaire. Ouais, je suis participante à l'époque. À l'époque, c'était l'année dernière, genre. Vieille personne que je suis. Donc c'est un week-end, enfin une résidence. C'est une résidence. Pas d'autrice, mais en fait d'autrice, éditrice, en fait de femmes investies dans le milieu ludique. C'est ça. Avec des profils très variés. C'est ça. Le but, c'est 4-5 jours dans un milieu un peu reculé, de type ferme où on n'est que entre nous. C'était un ludogite dans lequel on était en plein Poitou-Charentes. Et c'est accueillir une quinzaine de personnes
des femmes qui veulent rentrer dans le milieu du jeu de société et qui sont intéressées pour être soit autrices mais n'ont pas encore signé de projet, soit ont déjà signé des projets, soit veulent travailler dans l'édition, des choses comme ça. Et c'est surtout créer un sas où on se rencontre pour la première fois, parce que vu qu'on n'est pas beaucoup de femmes dans le milieu, dans la masse des gens du salon, c'est rare qu'on se retrouve toutes à des mêmes soirées et qu'on se croise. Et donc là, ça permet vraiment de mettre des noms, de croiser des personnes qui vivent les mêmes expériences que nous et du coup de poser des questions à ces personnes sur ce qu'elles ont vécu et comment elles font. C'est du partage d'expérience, mais c'est aussi du réseautage. C'est du réseautage et c'est de l'entraide aussi c'est avoir une zone un peu plus safe aussi là, je vais te montrer mon proto, je me sens plus à l'aise de te le montrer à toi parce que t'es une femme. Et donc, je vais plus accepter certains retours et je vais moins être heurtée par la manière dont tu vas les faire potentiellement parce que je me sens plus en confiance aussi dans ce contexte. Donc, on va pouvoir travailler aussi de manière plus détendue. Et aussi tu disais, il y a des autrices mais aussi des éditrices, ça permet aussi de confronter aussi les attentes de chacune, Ouais, c'est aussi confronter les attentes de chacune, c'est aussi, tu vois, le premier jour du Féminaire, on avait une intervention par Chloé Lafleur, avec qui je rédige des conférences maintenant sur le sujet, sur le sexisme, qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est aussi des sas de conscientisation de ce que tu vis au quotidien et essayer de partager ça avec les autres. Ouais, on parlait des conférences. Avec Chloé Lafleur, vous proposez donc des conférences. Vous en avez fait une à Vichy et il y en a aussi, je pense que c'est vendredi après-midi à Cannes. Oui, de 13 à 15 à Cannes, là. Et on a une demande là pour Toulouse, donc je sais pas comment ça va s'organiser, mais voilà. Et j'aimerais bien en faire une pour la UEJ. Enfin, ça va commencer à. Et comment tu as rencontré Chloé ? L'année dernière, à une soirée à Cannes, et en détente complète. Mais Chloé, elle n'est pas du milieu du jeu à ce moment-là, pas tant. Elle découvre le milieu du jeu depuis quelques mois. Mais son travail, c'est vraiment en lien avec l'association Félixité dont elle est fondatrice, je crois, et auquel elle est rattachée. C'est de venir faire de l'information autour des sujets des violences sexistes et sexuelles auprès de sociétés, d'écoles, de plein de structures, quoi. Donc elle est vraiment formée à ça. Elle est professionnelle de ces sujets-là en tout cas. Ouais, c'est ça. Et du coup, on papote en soirée, en détente, à Cannes de l'année dernière. Et on parle de ça. Et elle me dit qu'elle est étonnée de certains trucs qu'elle voit dans le milieu du jeu, mais qu'elle découvre le milieu du jeu que depuis pas longtemps. Et donc voilà, et on en papote. Et au bout d'un moment, on se dit, ça serait peut-être pas mal qu'on rédige des conférences ensemble parce que moi j'ai une vue sur le milieu du jeu et toi t'es vraiment spécialisée de ces questions. Donc est-ce qu'on pourrait pas faire une espèce de mixte voilà. Et bien s'ajouter à nous, Anouk Gérard Danias, je sais jamais dire son nom en entier, Anouk de Acacia Édition, une formidable personne qui du coup vient s'ajouter à nous pour faire un trio de rédaction. En tout cas sur la conférence qu'on a donnée à Vichy comme sur celle de Cannes là cette année, on est toutes les trois. Ok, et ça va être les mêmes sujets ou il y a des différences entre les deux, Non, c'est le même sujet. On a un tout petit peu réécrit certains passages parce que Vichy c'était qu'un public pro. Au moment où on l'a fait, et là ça va être un public un peu plus large. Mixte en fait. Ouais. Donc les passages qu'on a réécrits, c'est surtout des passages de vulgarisation des métiers du jeu. Parce que on va être face à un public qui connaît, même s'il est joueur et qu'il est joueur au point de payer une place pour rentrer dans le Festival de Cannes, il connaît peut-être pas vraiment en profondeur nos jobs. Et c'était un nouveau challenge pour toi de faire ce genre d'exercice, Oui. Parce qu'il y a comme tu dis, il y a la phase de préparation, donc trouver le conducteur de la conférence. Ouais. Et après, il y a aussi la partie présentation en public. Comment ça s'est fait ? La partie déjà préparation du conducteur, vous saviez déjà où vous vouliez aller ? Enfin, ça a été assez rapide finalement. Peut-être parfois c'est pas le plus difficile. On savait déjà où on voulait aller parce que en dehors du contenu théorique autour des questions du sexisme, on voulait surtout avoir un format de conférence qui soit ouvert à du témoignage et à de l'échange. Et donc sur les 2 heures, on parle, je caricature un peu, mais on parle une 40aine de minutes et que le reste, ça soit... Des questions du public ? Ouais, des réactions et des questions du public et du partage de ce public-là sur le sujet. Donc on savait déjà qu'on voulait prendre cette direction. Ce qui me stressait, c'est que justement, vu que les 3/4 de la conférence, c'est donner la parole au public, j'avais un peu peur, vu que c'est un sujet sensible, de comment ça allait réagir en face, ce à quoi on allait devoir répondre comme réaction, et comment j'allais gérer ces réactions ou pas, moi personnellement, quoi. Parce que je suis moins habituée que Chloé à faire ce genre de truc, donc pour le coup, elle est habituée à faire face aux gens sur ce sujet-là en permanence, c'est son cœur de métier, moi pas. Donc, j'avais un peu peur de me faire prendre au dépourvu là-dessus et d'un peu tomber des nues face à certaines réactions. Et en fait, ça se passe très très bien. Les gens sont plutôt intéressés par le jeu. Enfin, tu sens qu'il y a plus d'un regain d'intérêt. Ouais, ils sont intéressés, ils posent plein de questions et on le voit à la fin de la conférence qu'on a donnée à Vichy. Il y a plein de gens qui viennent nous parler
et des gens qui sont déjà convaincus du sujet, des gens qui ont découvert des trucs pendant la séance, des gens qui ne sont pas convaincus, et c'est ok. C'est même un truc qu'on a tendance à dire. On veut qu'il y ait des gens qui soient pas déjà convaincus du sujet, qui rentrent dans la salle, c'est avec eux qu'on veut parler. Ouais. Tu vois, c'est bien d'avoir des supporters du sujet aussi dans la salle, ça nous rassure. Oui, mais c'est vrai que c'est à eux qu'on veut parler. si tu ne parles qu'à des gens qui sont déjà acquis à la cause, on est très content d'être entre nous, voilà. Mais c'est sûr que ça va pas contribuer aussi à, en tout cas, à minima, d'interpeller, comme on dit, de nouvelles personnes en fait sur le sujet. Voilà, c'est parce que le but c'est pas juste de faire une conférence entre nous et puis pour dire on est tous d'accord, c'est super chouette. Oui, c'est ça. À ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'une estrade. Je fais ça chez moi. On se retrouve. Voilà. Mais vous avez eu quelques réactions un peu dures ou pas à gérer, non? On a eu quelques réactions, mais globalement, vu que la conférence, on se pose pas du tout en donneuse de leçons. Le but, c'est on s'auto-flingue plein de fois dans la conférence. Le but, c'est vraiment de mettre les gens à l'aise dessus et de dire, ok, on fait tous avec ce qu'on a pour l'instant, on veut vous parler de ce sujet-là, mais on va pas vous juger, vous pointer du doigt tout du long de la conférence. Le but, c'est de dialoguer ensemble, de réfléchir à ce problème-là ensemble et de savoir ce qu'on peut faire maintenant dans le milieu du jeu de société et ce qu'on peut faire à petite échelle comme à grande échelle, quoi. Donc, les gens sont plutôt détendus et même s'il y a eu quelques réactions, elles sont assez bienveillantes dans le sens où ils se rendent bien compte qu'on est là pour dialoguer et que vraiment, à aucun moment, on passe le micro à tout le monde. Ouais. Tous ceux qui lèvent la main, il y a zéro moment où on va essayer de filtrer quoi que ce soit. Et c'est pas filmé, c'est pas enregistré. Ouais. Donc les gens savent qu'ils sont aussi dans une zone où... Oui, ça ne sortira pas de la salle. C'est ça va rester dans la salle. C'est une parenthèse, il n'y a pas... voilà, parce que effectivement, je suis d'accord avec toi que ce genre de... Autant il y a des conférences qui ont un intérêt à être rediffusées, puis en plus c'est déconnecté du temps. Si tu le regardes 3 ans après, ça n'a plus de sens. En fait, voilà. Et le but, c'est vraiment pas de mettre des gens dans des postures délicates où ils n'ont pas envie d'en parler parce que je sais pas comment faire, j'ai pas envie de mentionner telle ou telle personne, je sais pas comment parler de cette situation. Je suis en même temps dans un milieu du jeu où je vais à cette conférence, je vais peut-être croiser des gens avec qui je travaille, puis après on va ressortir, on va aller sur les stands, ça va être bizarre. Donc c'est essayer de mettre les gens vraiment dans un confort le plus possible et de se dire voilà, on va tout est anonymisé, vous êtes dans un SaaS et nous on est ok pour tout entendre et pour vraiment discuter de tout. Je vais pas me raquer. Ça me demande parfois beaucoup de travail sur moi-même de relativiser et prendre de la distance avec certaines réactions, mais je vais pas me braquer. Le but, c'est vraiment d'avoir un dialogue pédagogique avec tous les gens et d'être vraiment dans l'échange. Tu disais que là, il y avait le projet d'en faire une éventuellement à Toulouse. Ouais. Est-ce que ça t'a donné aussi envie de porter d'autres messages ou de mener d'autres actions? Ça me donne envie de ça, mais en même temps, j'ai pas l'impression d'être légitime de porter toutes ces actions-là. Donc j'essaie de pas m'accaparer des sujets où j'aimerais bien les défendre, mais en tant que femme blanche, peut-être que c'est pas ma place de faire ça. Mais effectivement, ça m'a mis dans la tête ça m'a permis de voir qu'il y avait plein d'autres minorités dans le milieu du jeu pour lesquelles j'aimerais bien porter des messages aussi. Et on précise bien du coup qu'on prend cette posture-là parce que c'est celle dans laquelle on se sent la plus légitime, mais on n'oublie pas toutes les autres personnes qui sont minorisées. Ça peut être aussi trouver des personnes qui pourraient être les intervenantes pour d'autres conférences, mais si ça n'empêche pas de concevoir, de trouver les sujets, de concevoir les sujets et d'être force de proposition. Trouver des personnes à qui après tu passes les clés pour être effectivement les personnes qui vont prendre la parole parce qu'elles sont aussi concernées et que elles sont les mieux à même de parler voilà, c'est ça en fait. Ouais, complètement. Ça pourrait être un projet. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, notre projet, c'est surtout d'essayer de faire en sorte que cette conférence qui est adaptée sous différents formats. J'ai fait aussi une intervention au FLIM, mais plus sous forme de quiz un peu détendu. Et j'en ferai une au Festival de Liège post-Cannes, la semaine juste après Cannes. Ça va être un peu... ce mois février-mars va être un peu long. Mais le but, c'est vraiment de détendre et de les propager sous différentes formules, pour l'instant, qui conviennent à différents publics et à différents festivals, et d'essayer de faire en sorte que ça tourne bien, et après de voir effectivement si on peut faire ça, ce serait super, mais j'essaie d'aller étape par étape. Pour finir, on va parler aussi de l'enseignement. Toi qui disais que tu voulais faire de l'enseignement et que ça te convenait pas au tout début de ta carrière, t'es revenu finalement à tes premières... À mes premiers amours. Ouais, voilà, exactement, puisque tu enseignes au Board Game Campus à Bruxelles. Ouais, et c'était pas prévu du tout à la base. Ça m'a été fortement conseillé par Tanguy, qui avait vraiment envie de m'ajouter à l'équipe. Mais moi, quand il m'a proposé ça l'année dernière, c'était la première année où j'étais en temps plein et je voyais pas comment, avec une seule année
de temps plein de ce métier, j'allais pouvoir enseigner des trucs à des élèves. Maintenant, j'ai cru au fait que lui avait l'air d'être persuadé. Donc voilà, et il m'a dit t'as 1 an pour te former. Donc on a commencé l'aventure en septembre et ça se passe super super bien. Et c'est vraiment un exercice nouveau qui vient nourrir aussi mon inspiration en tant qu'autrice. Et qui... Parce que là tu vas intervenir sur quel type de sujet particulièrement ? Sur le matériel de jeu. Ok, ouais. Donc voilà. Je donne des cours de maquettisme, mais c'est pas juste on découpe des trucs, même si on le fait beaucoup et que globalement ils ont beaucoup de trucs à découper. C'est aussi comme comment concevoir le matériel. Enfin, c'est. Ouais. Comment le réfléchir. Ouais. Comment le concevoir, comment décrypter le matériel. Tu vois, on a fait des exercices d'archéoludique où je leur mets des boîtes de jeux avec du matériel dans les mains, des jeux qu'ils connaissent pas, donc des trucs un peu plus anciens, comme ça je suis sûre qu'ils savent pas du tout comment ça se joue. Et ils doivent essayer de déduire, en analysant le matériel, comment ça se joue exactement. Donc en fonction de la taille des plombs, des différences de couleurs des différents pions, de se dire à mon avis ça c'est plutôt une ressource, ça c'est plutôt ça. Et d'essayer de déduire la mécanique du jeu, quoi. Okay. Donc c'est vraiment, tout tourne autour du matériel à chaque fois, mais il y a plein de manières de l'approcher différentes. Et je sais pas si tu as joué à City of Six Moon. Non. Bon, là, c'est moins sur le matériel, mais c'est un jeu d'Amabel Hollande dans lequel tu as la boîte, tu as une règle, mais qui n'est que des symboles. Ok. Et en fait, la première étape, c'est d'abord de comprendre la règle en utilisant les symboles et les illustrations que tu as sur ta règle de jeu qui ne sont que illustrées. Ah, trop bien. Et ça fait un peu, enfin, tu vois, c'est un peu proche dans l'idée et tu t'aperçois qu'il y a des choses que tu commences à comprendre. Alors, rapidement, tu comprends comment on compte. Parce qu'il y a aussi des indices qui sont glissés avec cette règle de jeu et ce matériel que tu as devant toi. Au départ, c'est une sorte de mise en place, donc tu t'aperçois que tu reproduis un peu la mise en place. Et tu as ce truc ok, j'essaye aussi, je fais appel à tout mon bagage, à toutes mes intuitions pour essayer de comprendre. Tu t'aperçois que d'un coup, tu arrives à compter dans cette langue extra. Parce que c'est un jeu, dans le pitch, c'est des extraterrestres qui ont laissé des boîtes de jeu. Ok. Et on te la transmet, mais avec la règle comme elle est écrite dans leur langage. Ah, trop bien. Et c'est vrai, c'est assez marrant parce que tu t'aperçois qu'on a des réflexes en fait un peu innés. Enfin, il y a des choses qui viennent intuitivement. Bien sûr, et ça vient aborder aussi les questions justement de quand on met un matériel entre les mains de joueurs qui n'ont pas d'expérience du métier ou qui sont pas des gros joueurs. Il faut qu'il y ait des trucs intuitifs qui se passent. Donc il faut que ce soit clair en termes d'ergo, en termes de matériel même, et que ce soit pratique à utiliser et que ce soit je vois cet objet, je sais déjà comment je vais devoir le manipuler. C'est clair, j'ai pas de doute là-dessus, quoi. Donc c'est des bons exercices qui me plaisent bien. Et voilà, et on aborde plein d'autres trucs. Tu vois, on fait beaucoup de matériel de jeu pour enfants, se questionner sur l'adaptation du matériel pour les enfants, et avec ce qu'on essaye de faire avec Théo auprès d'Accessi Jeux. À chaque fois, je dis Accessi Game, Accessi Jeux. Là, j'ai fait un cours sur l'adaptation du matériel de jeu classique pour des personnes déficientes visuelles, et d'essayer de faire du brainstorm autour de ça, de voir comment ça pourrait être maquetté, et de bosser sur des choses plus en lien avec les sensations. Ouais. Qu'avec uniquement une analyse par la vue sur du matériel de jeu, quoi. Oui, parce qu'en réalité, c'est comme le média et c'est un domaine dans lequel en fait, tous les sens sont mis. Puisqu'on on joue avec notre corps en réalité. C'est un des rares jeux, comparé à la lecture, le cinéma, le jeu vidéo, la musique, à part jouer de la musique, mais j'ai entendu si on l'écoute. C'est un des rares domaines dans lesquels on est acteur, actrice en fait du jeu. On est une composante du jeu presque. Qui n'est pas lissé dans le matériel, mais il faut bien que quelqu'un fasse la maintenance, remettre des cartes, prendre les jetons, les ressources, les distribue. Enfin voilà, donc ça a énormément d'importance. Le toucher, même le parfum des cartes. Enfin, on connaît le parfum de certaines des cartes. Voilà, on mange pas toujours le matériel, mais non. Mais c'est hyper important. Et je prends souvent le classique du poker. De se dire, le poker, si j'ai des cartes et des jetons en punch, ça marche. Mais en vrai, si j'ai des jetons de poker un peu lourds, c'est quand même vachement plus intéressant parce que ça éveille un truc dans la manipulation et dans le toucher qui donne une expérience de jeu vachement plus riche, quoi. Donc, c'est des choses quand même différentes, et il faut faire attention à ce détail-là quand on crée du matériel de jeu, quoi. C'est combien de séances à peu près tu fais? C'est un cours hebdomadaire C'est un peu free, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'heures de cours que je dois donner toute l'année. Donc, et ces heures-là, je les dispatche un peu comme je veux par rapport à mon confort personnel, des salons qui viennent ou des sessions de travail. Donc voilà, mais c'est des sessions de 3 heures à chaque fois qu'on fait, et donc ça ressemble beaucoup pour avoir le temps de faire des choses, C'est ça ressemble beaucoup à, je fais 1 heure un peu de théorie, et puis après on fait 2 heures où ils sont en atelier, ils découpent plein de trucs et on met toute cette théorie en pratique, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, Élodie? Ou on a fait le bon tour d'horizon? Je crois qu'on a fait le tour. Bon, merci vraiment beaucoup d'avoir pris du temps pour qu'on ait cette discussion. J'étais super contente
qu'on se retrouve. Et puis là, comme en vrai, c'est un peu le vrai début. Je te souhaite un très bon festival. Merci. Et puis merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Et on remercie les auditeurs et auditrices pour leur écoute. Et à bientôt. Salut. Cette interview, enregistrée en présentiel à Cannes le 26 février 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant, son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.